Bienvenue à tous dans le French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de profs en France, ce sentiment de stagner, de ne pas avancer dans sa carrière. Emmanuel, tu savais que 60% des professeurs français disent se sentir bloqués dans leur progression professionnelle? C'est énorme, non? Ah oui, c'est vraiment frappant. Et tu sais, ça me rappelle une collègue, Madame Lefebvre. Elle était là depuis 20 ans et franchement, elle avait l'air complètement découragée. Elle me disait souvent qu'elle avait l'impression de tourner en rond, que rien ne bougeait, ni pour elle, ni pour les autres autour. Mais c'est ça en fait. Ce sentiment d'immobilisme, il se voit partout. Dans les salles des profs, dans les discussions à la pause café, on sent une sorte de lassitude, comme si tout le monde attendait un déclic qui ne vient jamais. Ouais, et parfois, c'est même pas une question d'âge ou d'ancienneté. Même les jeunes profs, ils ressentent ce blocage. C'est un vrai malaise, tu trouves pas? Alors, pourquoi on en arrive là? Il y a clairement un manque de reconnaissance institutionnelle, et puis la formation continue. On en parle? Quand tu compares avec le système finlandais, par exemple là-bas, les profs ont vraiment accès à des opportunités d'évolution. Mais chez nous, c'est pas si simple. Les opportunités, elles existent sur le papier, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il y a plein de freins invisibles. La lourdeur administrative, le manque de temps, parfois même le manque d'informations. Exactement. Je me souviens d'un atelier de formation dans mon ancien lycée. Il était désert. Personne n'y allait, parce que tout le monde était déjà débordé ou pensait que ça ne servirait à rien. C'est triste, mais c'est tellement courant. On a l'impression que la formation, c'est juste une case à cocher, pas un vrai levier pour progresser. Mais il y a quand même des solutions qui marchent. Par exemple, le mentorat entre pairs. J'ai entendu le témoignage de Monsieur Dupuis, un prof qui avait perdu toute motivation et qui a retrouvé l'élan grâce à ce dispositif. Il disait que le simple fait d'échanger avec un collègue, ça lui avait ouvert de nouvelles perspectives. Ouais, et puis il y a aussi les formations en ligne, les réseaux pédagogiques, l'auto-formation. Moi, c'est grâce à un groupe Facebook de profs que j'ai découvert des pratiques qui ont complètement changé ma routine. Comme quoi, parfois, il suffit d'un petit coup de pouce extérieur. C'est vrai et ça montre qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout vienne d'en haut. On peut aussi s'entraider entre collègues, partager nos astuces, nos galères, nos réussites. Justement, pour que ça marche, il faudrait mettre en place un vrai programme de mentorat structuré dans les établissements. Un truc où les profs peuvent vraiment échanger régulièrement, se soutenir, partager leurs expériences. Et puis encourager la participation à des formations en ligne, des webinaires, ça permet de diversifier ses compétences, de rester à la page sur les innovations pédagogiques. On pourrait aussi créer des communautés de pratiques, locales ou virtuelles, pour que chacun puisse partager ses ressources, discuter des difficultés et célébrer les petites victoires. Oui, ça donnerait vraiment un sentiment d'appartenance, de but commun. C'est ce qui manque souvent, je trouve. Pour aller plus loin, on pourrait instaurer des séances d'observation entre pairs. Tu sais, aller voir comment les autres font en classe, donner des retours constructifs, apprendre de nouvelles techniques. Et pourquoi pas organiser des journées de l'innovation chaque mois? Les profs pourraient tester de nouvelles méthodes, puis partager leurs expériences avec les collègues. Ça mettrait un peu de peps dans la routine. Et un programme de reconnaissance aussi. Mettre en avant les pratiques inspirantes, les efforts collaboratifs, ça motive, ça crée une vraie dynamique de groupe. J'aime bien l'idée des Lesson Swap Days. On échange nos classes, on découvre d'autres styles d'enseignement, ça ouvre l'esprit. Et puis des ateliers animés par les pairs où on développe ensemble des stratégies innovantes. C'est super enrichissant. Oui, et il faudrait aussi récompenser ceux qui s'investissent dans le mentorat, la formation continue, l'innovation. Ça encourage tout le monde à s'impliquer, à ne pas rester dans sa zone de confort. Pour que tout ça tienne sur la durée, il faut penser à l'accueil des nouveaux profs. Un vrai programme d'intégration avec du mentorat, des formations, du partage de ressources, ça change tout quand on débute. Et puis, mettre en place un système de feedback régulier où chacun peut proposer des améliorations pour le mentorat ou la formation. On pourrait même suivre la participation et l'impact de ces programmes, histoire d'ajuster ce qui ne marche pas. Oui, utiliser les données pour affiner les stratégies, c'est essentiel. On ne peut pas avancer à l'aveugle. Il y a aussi la question du leadership. Former les profs expérimentés à devenir des leaders, c'est super important. On pourrait créer une plateforme où chacun peut nommer un collègue pour ses pratiques innovantes, ça valorise l'engagement. Et organiser des ateliers sur la gestion de projets, la résolution de conflits, la planification stratégique, ça donne envie de s'impliquer dans le développement de l'établissement, pas juste de subir les décisions. Pour que tout ça fonctionne, il faut mesurer l'impact.
Un système de collecte de données sur la participation, les résultats des programmes de mentorat, c'est indispensable pour s'améliorer en continu. On pourrait organiser des sessions de feedback tous les trimestres où chacun partage ses réussites, ses difficultés, ses idées et un tableau de bord pour visualiser les indicateurs clés, engagement, performance des élèves, satisfaction des profs. Ça aiderait la direction à prendre de vraies décisions stratégiques basées sur du concret. On peut aussi cibler les profs qui ont envie de s'investir dans l'administration, leur proposer des formations spécifiques et créer des comités de pairs pour innover sur les programmes ou l'ambiance de l'école. Des challenges d'innovation aussi. Les profs proposent des projets, les testent, et ceux qui marchent sont reconnus. Ça donne envie de tenter des choses nouvelles. Former les mentors, c'est essentiel. Un programme pour leur donner des compétences en leadership, ça permet de créer une vraie culture de partage. Et puis des challenges d'innovation réguliers où on collabore sur de nouvelles méthodes, ça dynamise l'équipe. Une plateforme digitale pour échanger, partager des ressources, demander conseil, ça rend le soutien accessible à tout moment, pas juste lors des réunions. Il faudrait repérer les futurs leaders dès le début, leur proposer du mentorat, des formations ciblées et continuer à organiser ces fameux challenges d'innovation pour que l'expérimentation devienne la norme. La plateforme digitale, c'est vraiment la clé pour créer une communauté active où chacun peut contribuer, poser des questions, partager ses réussites en temps réel. On pourrait aussi mettre en place un programme d'observation entre pairs, avec des retours constructifs après chaque visite, et des labs d'innovation mensuels où on teste de nouvelles techniques pédagogiques. Et surtout, il faut reconnaître publiquement ceux qui innovent, qui prennent des responsabilités. Ça motive tout le monde à s'engager dans la dynamique de l'école. Pour que l'engagement dure, il faut un vrai cadre d'évaluation. Suivre les progrès, recueillir des retours qualitatifs et quantitatifs, c'est ce qui permet d'ajuster les actions. Des sessions de revue régulières où chacun partage ses avancées, ses difficultés, ses objectifs, et un tableau de bord simple pour visualiser la participation, l'adoption des innovations, l'engagement des élèves. On pourrait aussi intégrer des séances de réflexion entre pairs dans le calendrier pour que chacun puisse faire le point sur son évolution et un programme de reconnaissance pour les mentors qui s'investissent vraiment. Le processus de revue basé sur les données, c'est ce qui permet d'identifier les axes d'amélioration et de continuer à innover. Il faut aussi soutenir les leaders émergents avec des programmes de développement ciblés, mentorat, gestion de projet, planification stratégique. Un comité d'innovation piloté par les pairs qui organise les labs et suit la mise en œuvre des nouvelles techniques, ça crée une vraie dynamique collective. Et une plateforme de reconnaissance pour valoriser ceux qui s'engagent, qui innovent, qui contribuent à la culture positive de l'école. Pour préparer l'avenir, il faut un plan de succession solide, repérer les talents tôt, les former, les accompagner vers des rôles de leadership. Un système de feedback structuré où chacun peut évaluer les pratiques des autres et proposer des pistes d'amélioration, c'est super efficace pour progresser ensemble. Et des retraites stratégiques pour réfléchir à long terme, aligner les objectifs individuels et collectifs, ça donne du sens à tout ce qu'on met en place. On pourrait même imaginer un incubateur d'innovation à l'échelle de l'école où chacun peut proposer, développer, tester des projets pédagogiques avec du temps et des ressources dédiées. Et une plateforme de reconnaissance où les collègues peuvent nominer ceux qui innovent, ça crée une vraie culture de la réussite partagée. Sans oublier les journées de collaboration inter-établissements pour échanger les bonnes pratiques et élargir la communauté professionnelle. Des groupes de réflexion entre pairs qui se réunissent chaque mois pour discuter des défis, partager les succès, trouver des solutions ensemble, c'est ça, l'amélioration continue. Un portfolio digital où chacun documente ses progrès, ses innovations, ses réflexions, et des showcases annuels pour présenter les projets réussis à toute la communauté éducative. Pour finir, il faut former les mentors à devenir de vrais leaders, capables de porter la dynamique sur le long terme, et s'appuyer sur les données pour piloter les décisions, ajuster les stratégies, mesurer l'impact. Des retraites stratégiques 2 fois par an, où tout le monde se retrouve pour faire le point, réajuster les objectifs et construire ensemble la vision de l'école. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évite la stagnation. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a donné des idées pour sortir de la routine et retrouver l'envie d'innover. Merci Charline et merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du French Podcast. Prenez soin de vous et surtout continuez à partager et à progresser. À la prochaine Emmanuel, à bientôt tout le monde. Écoute la deuxième partie de Podcast français.
Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. On va parler d'un truc qui revient tout le temps autour de moi, genre ce sentiment de stagner, tu vois. J'ai encore discuté avec une copine la semaine dernière, elle me disait qu'elle a l'impression de tourner en rond dans ses études, elle sait pas trop où elle va, elle procrastine, elle ose même pas demander de l'aide. Franchement, c'est pas la seule, hein. Ouais, c'est hyper courant ce truc-là. En fait, il y a plusieurs raisons, tu vois. Déjà, le manque de motivation, c'est énorme. Genre, t'as pas de but précis, donc tu te laisses porter, tu fais le minimum, et puis la peur de l'échec, ça bloque beaucoup de monde. On se dit, si je tente un truc et que je me plante, c'est la honte. Alors on fait rien. Et puis, souvent, il n'y a pas de vraie stratégie, pas de plan, donc tu sais même pas par où commencer. C'est un peu comme, tu veux traverser la France sans carte, tu vois. Mais tellement. Moi, ma première année d'études, c'était exactement ça. Je passais mon temps à repousser les trucs, à me dire « je verrai demain », et en fait, j'osais pas demander de l'aide parce que j'avais peur qu'on me juge. Mais franchement, si j'avais su à quel point ça change tout de juste demander un coup de main, j'aurais pas attendu aussi longtemps. C'est bête, mais on se met des barrières tout seul, non? Grave, et c'est super humain, en fait. On croit qu'on doit tout gérer tout seul, alors que, non, justement, c'est là que tu commences à sortir de la stagnation, quand tu t'autorises à demander du soutien. Bon, alors, la fameuse solution miracle, c'est pas un truc magique, hein, mais, franchement, ça change tout. C'est vraiment une question de mindset, tu vois? Genre, tu te fixes des objectifs clairs, tu décides de changer tes habitudes, et tu t'y tiens. J'ai un exemple, Thomas. Un étudiant que je connais, il galérait à fond. Et puis, il a commencé à se faire un planning, à se dire « Ok, chaque jour je fais ça, ça et ça ». Et en quelques semaines, ses résultats ont explosé. C'est pas sorcier, mais faut s'y mettre, quoi. Attends, mais tu penses vraiment que c'est accessible à tout le monde? Parce que tu vois, on parle de miracle, mais il y a des gens pour qui c'est super dur de juste changer comme ça. Genre, c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un miracle dans le sens « hop, tout va mieux du jour au lendemain ». Mais si tu changes ta façon de voir les choses, que tu te donnes des petits objectifs et que tu crées des habitudes, petit à petit, tu sors de la stagnation. C'est progressif, mais c'est possible, vraiment. Ça me fait penser à un autre truc, la zone de confort. On en parle tout le temps, mais c'est vrai que tant que tu restes dans ce que tu connais, tu bouges pas. J'ai une copine, Inès, elle galérait à trouver un stage, elle envoyait toujours les mêmes candidatures, tu vois, dans des boîtes où elle se sentait sûre. Et puis un jour, elle a tenté un truc complètement différent, un secteur qu'elle connaissait pas du tout, et bam, elle a décroché son stage. Comme quoi, faut oser, même si tu te plantes, non? Mais carrément. Et tu sais, c'est pas obligé d'être un truc énorme. Tu peux te lancer des petits défis tous les jours, genre parler à quelqu'un que tu connais pas, tester une nouvelle méthode de travail, ou même juste changer de trajet pour aller en cours. C'est des petits pas, mais ça t'entraîne à sortir de ta routine, et à force, tu prends confiance. Ouais, c'est vrai. Et puis, même si tu te plantes, au moins t'as essayé, t'as appris un truc. C'est ça qui compte, non? Exactement. L'important, c'est d'oser, même un tout petit peu chaque jour. C'est comme ça que tu débloques la situation. Tu sais, Charline, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est la résilience. Genre, accepter que tu vas te prendre des murs, mais que c'est pas grave. C'est même normal, en fait. Plus tu tentes, plus tu rates, mais plus tu progresses aussi. Pour bosser ta résilience, tu peux faire de la méditation, essayer de garder un état d'esprit « Ok, j'apprends » et surtout, demander des retours autour de toi. Ça aide à relativiser, tu trouves pas? Oui, totalement. Et puis tu peux te lancer des petits challenges, genre un truc que t'as jamais osé faire, juste pour voir. Et si tu rates, c'est pas la fin du monde. Moi j'aime bien l'idée de voir chaque échec comme une leçon, même si sur le coup c'est pas facile à avaler, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, s'entourer de gens qui te soutiennent, ça change tout. Quand t'as un coup de mou, ils sont là pour te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Mais alors, comment tu fais pour garder la motivation sur le long terme? Parce que tu vois, au début t'es à fond, et puis après, pouf, ça retombe. Ouais, c'est super dur ça. Ce qui aide, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu veux, même si c'est flou au début. Tu te fixes des étapes, tu célèbres chaque petite victoire et tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça. Visualiser ton succès, ça booste grave. Et surtout, faut que ce que tu fais ait du sens pour toi, que ça colle à tes valeurs, sinon tu lâches vite. Ouais, genre, si tu fais un truc juste parce qu'on t'a dit de le faire, ça tient pas longtemps. Faut que ça vienne de toi, quoi. Exactement. Et puis, même les petites réussites, faut les fêter. Ça te donne envie de continuer.
Un autre truc super important, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Genre, trouver un mentor, un groupe d'amis qui ont les mêmes objectifs, ou même des communautés en ligne. Ça te donne des conseils, ça te motive, et surtout, ça t'oblige à avancer parce que t'as des comptes à rendre, tu vois. Ouais, et puis demander des retours, c'est pas toujours facile, mais ça aide à voir où t'en es vraiment. Et puis tu peux aussi participer à des ateliers, des événements, même en ligne, juste pour échanger avec d'autres qui galèrent ou qui ont déjà trouvé des solutions. Ouais, c'est ça. Plus tu partages, plus tu progresses et tu te sens moins seul dans la galère. Mais tu fais comment pour garder le rythme genre sur la durée? Parce que moi je commence plein de trucs et après j'oublie ou je me démotive. Franchement, la clé, c'est la régularité. Tu prends 5 minutes chaque jour pour réfléchir à ce que tu as fait, ce que tu peux améliorer. Et puis, tu te fixes des rendez-vous réguliers avec un pote ou un mentor, juste pour faire le point. Un autre truc qui marche bien, c'est de te faire un tableau ou un carnet où tu notes tes objectifs, tes étapes, comme ça tu vois où t'en es et ça te motive à continuer. Ouais, visuel, ça aide à garder le cap, surtout quand t'as un coup de mou. Un truc qui peut vraiment t'aider à sortir de la routine, c'est la créativité. Genre, tu prends 10 minutes par jour pour brainstormer, écrire, dessiner, peu importe. Ça te sort la tête du guidon et parfois, t'as des idées de dingue qui te viennent. Et puis, t'inspirer de domaines différents, de domaines différents. Ça t'ouvre l'esprit. Puis, tu trouves pas? Oui, carrément. Moi quand je bloque, je vais voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres métiers, ou même juste en lisant un truc qui n'a rien à voir. Ça donne des idées et ça te fait voir les choses autrement. Ouais. Et tu peux te prévoir un moment dans la journée juste pour ça, genre un petit rituel créatif. Ça change tout. Bon, alors, si on devait donner des conseils concrets, ce serait quoi? Genre un truc à faire tous les jours? Déjà, écrire un petit journal chaque jour, même 3 lignes sur ce que t'as appris, ce qui a marché ou pas. Ensuite, chaque semaine, tu fais un point avec quelqu'un, un mentor ou un pote, pour voir où t'en es, fêter les réussites et ajuster si besoin. Et puis, tu te fais un tableau ou un vision board avec tes objectifs, ça te garde motivé et concentré sur ce que tu veux vraiment. Ouais, c'est simple, mais si tu le fais vraiment, ça change tout sur le long terme. Un autre truc, c'est de te réserver 10 minutes par jour pour une activité créative, genre écrire, dessiner ou juste noter des idées en vrac. Et puis, tu peux aussi aller voir ce qui se fait dans d'autres domaines, genre l'art, la science, l'entrepreneuriat, même si c'est pas ton truc, à la base. Ça stimule l'innovation, tu vois? Oui, et tu peux te créer un petit coin chez toi, un espace créativité, où tu testes des trucs, tu réfléchis, tu changes d'air. Ça aide à sortir de la routine et à trouver des solutions nouvelles. Et pour finir, si tu veux vraiment garder l'élan, faut te créer des habitudes qui tiennent la route. Genre une routine matinale où tu planifies ta journée, tu fais un peu de sport et tu prends 5 minutes pour méditer ou juste respirer, histoire de commencer avec la tête claire. Ouais, et la technique du temps bloqué, c'est top aussi. Tu bloques des créneaux dans ta journée pour bosser sur tes objectifs, sans distraction. Et chaque semaine, tu fais un petit bilan, tu notes ce qui a marché, ce qui a coincé, et tu ajustes. Comme ça, tu gardes une vision claire de ta progression et tu restes motivé sur le long terme. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? Merci Emmanuel, c'était super inspirant, comme d'hab. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet que beaucoup connaissent bien. Ce moment où on a l'impression de plus progresser en français. On stagne. Et pour ça, on s'inspire d'une source au titre assez direct. Pourquoi tu stagnes? Révélation d'un professeur de français. Alors le titre parle de révélation, même d'une solution miracle, et d'un prof choqué. Intriguant, non? Notre but, c'est de décortiquer un peu ça. Qu'est-ce qui bloque vraiment, selon cette perspective? Et quelle pourrait être cette fameuse solution? Allons-y. Oui, bonjour. Ce fameux plateau intermédiaire, c'est vraiment un classique dans l'apprentissage des langues. On démarre fort, on progresse, et puis hop, on a cette sensation de faire du surplace. C'est super démotivant. Mais la source, elle suggère que les raisons sont peut-être plus précises qu'on l'imagine souvent. C'est exactement ça. La frustration. On continue les efforts, on pense faire ce qu'il faut, mais les résultats semblent plus suivre. Alors d'après la source, qu'est-ce qui coince le plus souvent? Est-ce que c'est juste que la langue devient plus complexe à ce niveau-là? Pas seulement, non. La source, elle met le doigt sur un truc intéressant, ce qui choque ce professeur. Ce n'est pas tant que les apprenants stagnent, ça c'est normal, mais c'est plutôt leur tendance à s'accrocher à des méthodes. Des méthodes qui, en fait, ne fonctionnent plus pour eux à ce stade précis. Ah oui,
Genre quoi, par exemple? Par exemple, continuer à apprendre des listes de grammaire complètement hors contexte. Ou alors, regarder des films en français, mais passivement, sans jamais essayer de parler, d'écrire, de produire quelque chose soi-même activement. Tu vois? D'accord. Donc le choc du prof, ça serait de voir les gens continuer, s'obstiner avec une routine qui marche plus. Même quand ils sentent au fond que ça bloque. Une sorte d'habitude un peu rigide. C'est tout à fait l'idée que la source développe. Oui, l'enseignant observe ça. Une rigidité. On a trouvé une méthode qui fonctionnait bien au début, apprendre du vocabulaire, faire des petits exercices, et on a du mal à en changer, même quand on a besoin d'autre chose. Plus de fluidité, plus de nuances, pouvoir s'exprimer. C'est un peu la peur de sortir de sa zone de confort, quoi. Sa zone de confort d'apprentissage. Ah, c'est intéressant ça. Ça éclaire pas mal. Et alors du coup, cette solution miracle dont parle le titre, si c'est pas une formule magique, qu'est-ce que la source suggère pour débloquer la machine? Alors, la solution miracle, selon l'analyse de ce prof, c'est moins une technique secrète qu'un changement assez radical d'approche. L'idée, c'est d'aller vers l'ultra-personnalisation et surtout vers l'action. Le point clé, ce serait de trouver une activité. Une seule, même toute petite, mais qui oblige à utiliser activement le français. Chaque jour, si possible. Et surtout, une activité qui motive vraiment la personne, qui a du sens pour elle. D'accord. Donc sortir la passivité, trouver son propre truc, son moteur personnel. Comme quoi, par exemple? Exactement ça. La source donne quelques pistes, par exemple tenir un petit journal chaque jour sur un sujet qui nous passionne, mais en français, même avec des phrases simples au début. Ou alors choisir une chanson qu'on adore, essayer de la traduire, d'expliquer ce qu'elle raconte. Ou encore trouver un forum en ligne sur un hobby, un truc de niche, et s'engager à y poster un petit message une fois par semaine. L'important, c'est la régularité d'une production active, même minime, mais liée à nos propres intérêts. Ok, je vois mieux. C'est pas miraculeux au sens magique, mais plutôt très pragmatique en fait. Cibler l'action, la personnalisation, la régularité. Et là, oui, ça devient intéressant. Parce que ça déplace le problème. C'est plus une question de manque de talent, mais peut-être un manque de pratique adaptée. Une pratique qui nous engage vraiment. C'est tout à fait ça. La source, elle démystifie un peu ce plateau. Elle le ramène à des causes très concrètes liées à nos habitudes. Elle insiste bien. Le niveau intermédiaire, ça demande de passer de l'accumulation passive, on emmagasine des infos, à la mobilisation active. Il faut utiliser ce qu'on sait dans des contextes qui ont du sens pour nous. Et c'est ce passage à l'action personnalisée qui serait le vrai déclic. Bon, alors si on résume un peu ce qu'on retire de cette source, la stagnation, ça viendrait souvent d'une méthode qui est devenue un peu périmée pour nous, et d'une difficulté à passer à une pratique plus active, plus engageante. Et la solution, ce serait de s'engager dans une activité régulière qui nous plaît et qui nous force à produire du français. C'est exactement ça. Atteindre un plateau, c'est normal. C'est le signe qu'il faut faire évoluer sa façon d'apprendre en fait. La source nous invite à nous poser la question: quelle petite action concrète et, si possible, plaisante, je peux intégrer dès maintenant pour utiliser mon français et pas juste l'étudier? C'est le plaisir et le sens retrouvés dans l'action qui sont présentés comme le moteur pour dépasser ce cap. Et ça soulève une question intéressante sur notre rapport à l'apprentissage, non ? Est-ce qu'on est plus focalisé sur accumuler des connaissances ou sur notre capacité à les utiliser vraiment ? Et juste pour finir, une petite pensée pour la route. Et si la clé, c'était pas seulement de trouver une activité miracle, mais plutôt de développer une sorte de flexibilité permanente, une capacité à toujours adapter nos méthodes à nos besoins, à notre niveau, tout en gardant cette flamme, cette curiosité bien vivante.